En mars 1984, la famille Silva, composée de l'homme d'affaires José Silva, de son épouse Maria et de leurs 3 jeunes enfants, a mystérieusement disparu lors d'un pèlerinage à la basilique Notre-Dame d'Aparecida, à Sao Paulo. La famille avait voyagé en bus depuis Belo Horizonte pour accomplir un vœu religieux, mais n'est jamais revenue. Pendant 16 ans, l'affaire resta sans réponse. Jusqu'en 2000, lorsqu'un pèlerin du chemin de la foi découvrit un objet terrifiant caché dans les bois près du sanctuaire, révélant la cruelle vérité sur le sort de la famille et révélant un complot criminel qui choqua le Brésil. Le 25 mars 1984, en pleine ferveur de la Semaine Sainte, une famille entière disparut sans laisser de traces près de la basilique Notre-Dame d'Aparecida, dans la vallée de Paraíba, à Sao Paulo. C'était le dimanche des Rameaux, et des milliers de fidèles se pressaient dans la ville sainte sous un soleil de plomb de 32 degrés Celsius. Parmi les pèlerins se trouvait la famille Silva, originaire de Belo Horizonte, qui avait parcouru plus de 500 km pour tenir une promesse. On ne les a jamais revus vivants. Dans les années 1980, le Brésil vivait les derniers soubresauts de la dictature militaire, et Aparecida do Norte recevait environ 7 millions de visiteurs par an. À cette époque, les communications étaient limitées, les téléphones portables n'existaient pas et de nombreuses familles disparaissaient sans que personne ne le sache immédiatement. Mais le cas de la famille Silva allait devenir l'un des mystères les plus troublants de l'histoire des pèlerinages brésiliens. José Antonio Silva avait 42 ans et possédait un petit magasin de matériaux de construction dans le quartier de Floresta, à Belo Horizonte. Homme travailleur et religieux, José avait bâti sa vie au prix de grands efforts. Marié depuis 15 ans à Maria das Graças Silva, 38 ans, qui travaillait comme couturière à domicile, le couple a eu 3 enfants, Pedro, 12 ans, Ana Luia, 9 ans, et le plus jeune, João Carlos, 5 ans seulement. La famille vivait dans une maison simple mais bien entretenue au 123 rue das Palmeiras. José gagnait environ 3 fois le salaire minimum par mois, un revenu convenable pour l'époque. Maria complétait le budget familial en cousant pour les voisins, notamment des robes de soirée et des uniformes scolaires. Leurs enfants fréquentaient l'école publique locale et la famille était active dans la paroisse. Pedro, l'aîné, était un garçon intelligent qui aidait son père au magasin le week-end. Ana Luia rêvait de devenir institutrice et obtenait systématiquement d'excellentes notes à l'école. Le petit João Carlos était la joie de la maisonnée, jouant toujours dans le jardin avec les voitures en bois que son père fabriquait pendant son temps libre. La famille Silva était connue dans le quartier pour son unité et son dévouement. Tous les dimanches, il assistait à la messe de 8 heures, et Maria était une fervente dévote de Notre-Dame d'Aparecida. Elle avait fait une promesse 2 ans plus tôt, lorsque João Carlos était tombé gravement malade d'une pneumonie, « Si mon fils se rétablit, j'irai à pied jusqu'à Aparecida ». Elle avait fait cette promesse devant l'image de la sainte dans l'église locale. En 1984, le Brésil traversait de profondes transformations. Le mouvement d'Irota mobilisait déjà des foules réclamant des élections présidentielles directes, et la démocratisation se profilait à l'horizon. Dans le Minas Gerais, Tancredo Neves s'apprêtait à être élu président par le collège électoral, apportant ainsi de l'espoir à des millions de Brésiliens. À cette époque, Aparecida do Norte était une petite ville qui se transforma complètement lors des grands pèlerinages. Avec un peu plus de 30 000 habitants, elle accueillait des foules immenses, notamment pendant la Semaine Sainte, le mois d'octobre et les grandes fêtes religieuses. Les infrastructures étaient précaires pour accueillir autant de visiteurs, hôtels simples, auberges familiales et nombreux fidèles dormant dehors ou dans des tentes de fortune. Les routes menant à la ville n'étaient que des voies rapides sur l'autoroute Presidente Dutra. De nombreux pèlerins arrivaient en bus affrétés, d'autres en autostop, et certains effectuaient de longues marches en guise de pénitence. Les communications étaient limitées, les téléphones portables étaient inexistants, et les cabines téléphoniques étaient rares et les files d'attente interminables. La police civile de Sao Paulo ne disposait que d'un seul petit poste dans la ville, débordé lors des pèlerinages. Les cas de personnes disparues étaient traités avec moins de rigueur qu'aujourd'hui, surtout lorsqu'ils concernaient des personnes originaires d'autres États. On supposait souvent que les personnes avaient simplement déménagé ou fui les troubles. Le vendredi 23 mars 1984, José Silva ferma son commerce plus tôt que d'habitude.
Il avait loué un bus avec d'autres fidèles du quartier pour se rendre à Aparecida. Le groupe était composé de 28 personnes, dont des familles entières et des fidèles isolés. Maria avait tout préparé à l'avance, elle avait préparé des sandwichs à la mortadelle et au fromage, rempli 3 thermos d'eau glacée et préparé des vêtements simples pour la famille. Nous tiendrons notre promesse, a-t-elle dit à son mari jeudi soir, en préparant un sac avec les quelques affaires qu'ils emporteraient. Le bus a quitté Belo Horizonte à 5 heures du matin le samedi 24 mars. Le chauffeur, Antonio Pereira, un homme de 55 ans, une connaissance de la communauté, organisait des excursions à Aparecida depuis 10 ans. Le trajet devait durer environ 8 heures, avec des arrêts pour le goûter et le déjeuner. Durant le voyage, Pedro Silva discutait avec enthousiasme avec les autres garçons du groupe. Ana Luia dormait sur les genoux de sa mère, tandis que João Carlos jouait avec une petite voiture que son père lui avait offerte. José et Maria priaient le chapelet avec les autres passagers, comme c'était la coutume lors de ces voyages religieux. Le bus est arrivé à Aparecida vers 14 heures samedi. Le groupe a logé à la Pousada São José, une maison simple avec chambre partagée, située rue Dr Nelson, à environ 500 mètres de la basilique. La famille Silva a logé dans une chambre avec 2 lits simples et un lit superposé, au prix de 15 cruzeiro par personne et par nuit. Après s'être préparés, ils se sont rendus à la basilique pour leur première prière. Maria a pleuré avec émotion devant l'image de Notre-Dame d'Aparecida, rendant grâce pour la guérison de son fils. La famille a assisté à la messe de 18 heures, puis a dîné dans un café voisin, sandwich et soda, pour environ 10 cruzeiro. Le dimanche 25 mars, la famille s'est réveillée à 5h30. Ils ont assisté à la première messe de la journée à 6 heures et ont pris leur petit déjeuner à l'auberge. Vers 9 heures, José a annoncé au chef du groupe qu'il se promènerait dans la ville et qu'il se retrouverait au bus à 17 heures pour le retour à Belo Horizonte. Allons voir le Morro do Cruzeiro, a dit José au coordinateur du voyage, faisant référence à un lieu de prière populaire pour les pèlerins, situé à environ 2 km de la basilique. Nous reviendrons à temps, lui a assuré Maria. Le dimanche 25 mars 1984, à 9h15, la famille Silva fut aperçue pour la dernière fois quittant l'auberge São José. Joseph portait un petit sac contenant de l'eau et des sandwichs. Maria tenait la main de João Carlos, tandis que Pedro et Ana Luia marchaient aux côtés de leurs parents. C'était une matinée ensoleillée, 24 degrés Celsius, et de nombreux pèlerins arpentaient les rues de la ville. À 17 heures ce dimanche-là, alors que le bus était prêt à repartir pour Belo Horizonte, la famille Silva ne s'est pas présentée. C'étaient des gens responsables, ils ne feraient jamais ça, a déclaré à la police João Batista Santos, coordinateur du voyage. Il a attendu 18 heures avant de contacter la police civile. Le commissariat d'Aparecida a enregistré un signalement dimanche à 19h30. Le policier responsable, le docteur Mario Pinheiro, fort de 48 ans d'expérience policière, connaissait bien les problématiques des pèlerinages. Pendant la Semaine Sainte, nous constatons régulièrement des disparitions, a-t-il expliqué. Les personnes réapparaissent généralement au bout d'un jour ou deux, parfois en raison de problèmes d'alcool ou de problèmes familiaux. Le lundi 26 mars, les recherches ont débuté de manière limitée. 2 policiers militaires ont visité les principales attractions touristiques de la ville, la colline de Cruzeiro, le port d'Itaguaçu sur les rives du fleuve Paraíba et les sentiers menant aux collines environnantes. Ils se sont également rendus à l'hôpital São José, le seul de la ville, pour vérifier si des membres de la famille avaient été blessés. Le récit de la famille a été diffusé sur les radios locales, José Silva, 1,75 m, peau foncée, moustache, jean bleu et chemise blanche à carreaux, Maria, 1,60 m, cheveux longs et châtains, jupe à fleurs et ch. Émisier jaune. Pedro, 1,50 m, cheveux noirs, short vert et t-shirt Cruzeiro, Ana Luia, 1,20 m, robe rose à fleurs blanches, João Carlos, 90 cm, short bleu et t-shirt blanc. Mardi, des membres de la famille sont arrivés de Belo Horizonte. Le frère de José, Carlos Silva, a apporté des photos et des informations complémentaires sur la famille. Mon frère n'abandonnerait jamais ses enfants, a-t-il insisté.
Un événement grave s'est produit. Les recherches se sont intensifiées mercredi. Les pompiers ont ratissé les rives du fleuve Paraíba, craignant que la famille ne soit tombée à l'eau lors d'une promenade. Des bénévoles de la communauté religieuse locale ont organisé des groupes pour parcourir les sentiers et explorer les forêts de la région. Pendant 5 jours, une cinquantaine de personnes ont participé aux recherches. Ils parcoururent un rayon de 10 km autour de la ville. Ils visitèrent des fermes, des ranchs et des maisons abandonnées. Rien ne fut trouvé. C'était comme si la famille Silva avait tout simplement disparu de la surface de la Terre. Le vendredi 30 mars, les recherches officielles ont été suspendues. Le chef de la police, Mario Pinheiro, a classé l'affaire comme personne disparue et l'a provisoirement classée. Il n'y a aucune preuve d'acte criminel, a déclaré la presse locale. La famille a probablement décidé de déménager et sera probablement retrouvée ultérieurement. Dans les mois qui ont suivi la disparition, plusieurs théories ont émergé pour expliquer le sort de la famille Silva. La première, la plus largement acceptée par les autorités, était que José avait décidé de refaire sa vie ailleurs, peut-être pour fuir ses dettes ou ses problèmes personnels à Belo Horizonte. Cette théorie a été étudiée par l'inspecteur Luis Carlos Mendes, spécialement chargé de l'affaire. Il a découvert que José Silva devait environ 5000 cruzeiros au fournisseur de son magasin, soit l'équivalent d'environ 2 mois de chiffre d'affaires. Il est fréquent que les hommes abandonnent leur famille lorsque les dettes deviennent écrasantes, a expliqué l'inspecteur. Cependant, l'enquête financière a révélé une réalité différente. Le magasin de José fonctionnait normalement et ses dettes étaient à court terme et facilement négociables. De plus, José avait laissé toutes ses économies chez lui environ 3000 cruzeiros, dans un petit coffre-fort et n'avait utilisé son compte bancaire ni avant ni après sa disparition. La deuxième théorie impliquait un enlèvement. En 1984, les enlèvements étaient relativement rares au Brésil, mais pas impossibles. Le problème était que la famille Silva ne disposait pas de biens importants justifiant un enlèvement, et aucune rançon n'avait été demandée. Le frère Carlos Silva a engagé un détective privé, Sebastião Rocha, qui a enquêté sur la possibilité que la famille ait été victime d'un groupe criminel opérant dans la région d'Aparecida. Des cas de vol de pèlerins ont été signalés, notamment de ceux transportant de l'argent ou des bijoux à offrir aux saints, a expliqué Sebastião. L'enquête privée a révélé des informations intéressantes. 3 semaines avant la disparition de la famille Silva, un autre groupe de pèlerins avait été victime d'un vol sur la route de campagne menant à la colline de Cruzeiro. 2 hommes armés ont dérobé de l'argent et des objets de valeur, mais ont relâché les victimes saines et sauves. Une troisième hypothèse, envisagée par la famille mais non par les autorités, impliquait la possibilité d'un accident. La région autour d'Aparecida était très boisée, escarpée et abritait quelques puits abandonnés provenant d'anciennes fermes. Il était possible que la famille se soit perdue et ait été victime d'un accident mortel. Sebastião Rocha organisa des recherches plus approfondies dans la région. Avec l'aide de bûcherons locaux, il explora des grottes naturelles, d'anciens puits et des zones de forêt plus denses qui n'avaient pas été contrôlées par la police. Pendant 6 mois, il parcourut la quasi-totalité de la région dans un rayon de 15 km autour d'Aparecida. En octobre 1984, 7 mois après la disparition, Sebastião fit une découverte qui lui parut pertinente. Sur un sentier peu fréquenté menant à une vieille ferme abandonnée, il découvrit des morceaux de tissu bleu collés à des branches d'arbustes. Ce tissu ressemblait aux shorts que portait Pedro Silva le jour de sa disparition. Cette découverte a relancé l'enquête. La police civile est retournée sur place et a procédé à des recherches plus approfondies. L'ancienne ferme Santa Rita était abandonnée depuis plus de 10 ans. Il s'agissait d'une grande maison en briques au toit partiellement détruit, entourée de pâturages abandonnés, transformés en grange. Pendant 3 jours, la police et les pompiers ont fouillé chaque pièce de la maison, le puits à l'arrière, un petit étang et tous les alentours. Ils n'ont trouvé que de vieux déchets, des outils rouillés et des ossements d'animaux. Les morceaux de tissu ont été envoyés à Sao Paulo pour analyse médico-légale, mais les analyses se sont révélées peu concluantes. Le matériau était gravement détérioré par le temps et les intempéries. Si vous appréciez cette affaire,
abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour entendre plus de cas comme celui-ci. Entre 1985 et 1999, l'affaire de la famille Silva est restée en suspens. Officiellement classée, elle a été rouverte de temps à autre lorsque de fausses pistes ou des observations présumées ont fait surface. En 1987, une femme de Campina a affirmé avoir vu Maria Silva travailler comme domestique dans une maison familiale. L'enquête a révélé qu'elle lui ressemblait, mais qu'elle n'avait aucun lien avec l'affaire. En 1991, un homme de Guaratinguet a affirmé avoir engagé une personne ressemblant beaucoup à José Silva pour des travaux de construction. Là encore, cette piste n'a rien donné de concret. Carlos Silva n'a jamais abandonné ses recherches pour retrouver la famille de son frère. Chaque année, à l'anniversaire de leur disparition, il retournait à Aparecida pour retracer le parcours possible de la famille. Il offrait des récompenses, distribuait des tracts avec photos et maintenait le contact avec le commissariat local. Je savais qu'un jour la vérité éclaterait, dira Carlos des années plus tard. Une famille entière ne disparaît pas comme ça. Quelque chose s'était produit, et quelqu'un savait quelque chose. La ville d'Aparecida s'est considérablement développée dans les années 1990. Les infrastructures se sont améliorées, de nouveaux hôtels ont été construits et le nombre de visiteurs a dépassé les 8 millions par an. L'affaire de la famille Silva est progressivement tombée dans l'oubli, seuls les membres de sa famille et quelques hauts gradés de la police s'en souviennent. En 1998, le commissariat d'Aparecida a subi une rénovation complète. De nombreux dossiers anciens ont été réorganisés et certaines affaires considérées comme non résolues ont été définitivement classées. L'affaire de la famille Silva en faisait partie. Le 15 avril 2000, exactement 16 ans après la disparition de la famille Silva, un pèlerin nommé Francisco das Chagas Oliveira parcourait le chemin de la foi. Un chemin religieux de 450 km relie Aguas de São Pedro à Aparecida. Francisco, 52 ans, était un agriculteur retraité du Minas Gerais qui avait promis de faire ce trek après s'être remis d'un cancer. Il en était à son 5e jour de randonnée lorsqu'il décida de s'écarter de l'itinéraire officiel pour se reposer dans une zone boisée qui semblait plus à l'abri du soleil intense de l'après-midi. Vers 15h30, Francisco s'engagea sur un sentier secondaire menant à une ancienne carrière désaffectée, située à environ 3 km de la ville d'Aparecida. Le site n'était connu que des plus anciens habitants de la région. En cherchant un endroit approprié pour se reposer et grignoter, Francisco remarqua quelque chose d'étrange dans une dépression naturelle du sol, partiellement recouverte par la végétation qui avait poussé au fil des ans. Il s'approcha pour enquêter et découvrit quelque chose qui le terrifia. Partiellement enseveli et recouvert de branches, de feuilles et d'une accumulation de terre datant d'années, Francisco trouva des vestiges de vêtements et d'effets personnels clairement humains. Parmi ces objets, il identifia une carte d'identité plastifiée, du type de celle utilisée dans les années 1980, portant le nom de José Antonio Silva. Francisco était sous le choc. Homme religieux et respectueux, il a récité une prière sur place et est immédiatement parti à la recherche des autorités. Vers 17h, il est arrivé au commissariat d'Aparecida, très agité. « J'ai trouvé une famille entière morte dans les bois », a-t-il déclaré au commissaire de police de service, Roberto Fernandes. Il y a un portefeuille au nom de José Silva, des vêtements d'enfants et d'autres objets qui semblent très anciens. Le chef Roberto Fernandes avait pris la direction du commissariat 2 ans plus tôt seulement et ne connaissait pas en détail l'affaire de 1984. Cependant, un élément du récit de Francisco l'a conduit à consulter les anciens dossiers, où il a trouvé le dossier de la famille Silva. Le matin du 16 avril, une équipe composée d'un chef, de 2 enquêteurs, d'un médecin légiste et de pompiers s'est rendue à l'endroit indiqué par Francisco. Les découvertes ont confirmé le récit, mais ont révélé un fait encore plus troublant. Sur le site décrit par Francisco das Chagas, l'équipe de la police civile a découvert les restes de 5 personnes dans une fosse peu profonde, partiellement creusée dans la roche de l'ancienne carrière. Les corps étaient en état de décomposition avancée, mais des vêtements et des objets personnels correspondant aux descriptions de la famille Silva étaient encore visibles. Outre le portefeuille de José Silva, une alliance en or blanc gravée des initiales MGS, Maria das Graças Silva,
une chaîne en argent ornée d'une médaille de Notre-Dame d'Aparecida, des vêtements d'enfants de taille adaptés aux 3 enfants et un sac en tissu contenant des restes de nourriture ont été découverts. Mais ce qui a le plus choqué les enquêteurs, c'est la manière dont les corps ont été éliminés. Il ne s'agissait ni d'un accident ni d'une mort naturelle. Les preuves indiquaient clairement un homicide. L'expert médico-légal Paulo Henrique Santos, fort de 20 ans d'expérience, a déclaré n'avoir jamais rien vu d'aussi troublant. Les corps étaient attachés, a-t-il expliqué plus tard. Des cordes étaient encore visibles et des traces d'agressions antérieures aux victimes étaient visibles. Une première analyse de la scène de crime a révélé que la famille avait été emmenée à cet endroit de son vivant. Des traces de lutte ont été constatées, ainsi que du sang sur les pierres avoisinantes et des preuves de tentatives de défense. Le lieu avait été choisi précisément car il était isolé et difficile d'accès. Le plus troublant fut la découverte d'objets n'appartenant pas à la famille Silva. Parmi les objets retrouvés dans la tombe figurait un portefeuille contenant les papiers d'identité d'Antonio Pereira, le chauffeur de bus qui avait amené le groupe depuis Belo Horizonte. Cette découverte a complètement bouleversé le cours de l'enquête. Antonio Pereira n'avait pas disparu en 1984. Il était revenu à Belo Horizonte et avait continué à travailler comme chauffeur pendant plusieurs années, organisant d'autres voyages religieux. La présence du portefeuille d'Antonio dans la tombe avait immédiatement éveillé les soupçons. Le chef de la police, Roberto Fernandes, avait émis un mandat de perquisition pour le retrouver, mais avait découvert qu'il était décédé en 1997 d'une crise cardiaque. L'enquête sur la vie d'Antonio Pereira a révélé des informations surprenantes sur le sort de la famille Silva. Antonio n'était pas seulement un chauffeur, il était le chef d'un réseau criminel qui opérait lors des pèlerinages à Aparecida. Selon l'enquête, Antonio travaillait en partenariat avec au moins 2 autres personnes, son frère cadet, Joaquim Pereira, et un homme connu sous le nom de Nené, de son vrai nom José Benedito dos Santos. Le trio élabora une méthode pour choisir les victimes parmi les pèlerins. Son fonctionnement était le suivant, Antonio identifiait, au cours du voyage, les passagers qui semblaient posséder le plus d'argent ou d'objets de valeur. Il observait discrètement ceux qui portaient de volumineux portefeuilles, des bijoux ou d'importantes sommes d'argent à offrir aux saints. Dans le cas de la famille Silva, il remarqua que José transportait environ 800 cruzeros, une somme considérable pour l'époque, et que Maria portait une chaîne et des boucles d'oreilles en or, ce qui attira son attention. L'enquête a révélé que le dimanche matin 25 mars 1984, Antonio n'était pas à Belo Horizonte, comme il l'avait prétendu. En réalité, il était resté secrètement à Aparecida et avait rencontré la famille Silva alors qu'elle quittait l'auberge pour se rendre à Morro do Cruzeiro. Selon la reconstitution policière, Antonio s'est approché de la famille et lui a proposé de la conduire gratuitement jusqu'à la colline. « Vous partez à pied avec ces petits ? Venez avec moi, je connais un chemin plus facile, aurait-il dit. Faisant confiance au chauffeur, José et Maria ont accepté. Antonio les conduisit en pick-up jusqu'à l'ancienne carrière, où Joaquim et Nené les attendaient. Le plan initial était simplement de voler l'argent et les objets de valeur de la famille, mais José Silva réagit en tentant de protéger sa femme et ses enfants, ce qui déclencha une bagarre qui se termina tragiquement. L'analyse des restes révéla que José était mort en tentant de défendre sa famille, Maria avait été tuée en protégeant les enfants, et les 3 enfants Pedro, Ana Luia et João Carlos avaient été assassinés simplement parce qu'ils avaient été témoins du crime. L'enquête de 2000 a révélé qu'il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Antonio Pereira et ses complices avaient commis des crimes similaires tout au long des années 1980 et 1990, toujours lors de pèlerinages, ciblant toujours des victimes vulnérables et peu liées à la communauté locale d'Aparecida. Antonio étant décédé depuis 1997, la priorité était désormais de retrouver ses complices. Joaquim Pereira, le frère d'Antonio, a été retrouvé à Taubaté, où il vivait sous un faux nom et travaillait comme mécanicien. Confronté aux preuves, il a d'abord nié toute implication, mais la pression psychologique et les preuves l'ont poussé à avouer. Mon frère Antonio était responsable de tout. Je l'aidais simplement à transporter les choses. Je n'aurais jamais imaginé que cela en arriverait là, a-t-il déclaré. Les aveux ont révélé des détails encore plus terrifiants. Selon Joaquim,
Le plan consistait simplement à voler la famille et à la laisser ligoter dans les bois jusqu'à ce qu'elle puisse s'échapper. Mais lorsque José Silva a réagi avec force, appelant à l'aide et essayant de désarmer Antonio, Nené l'a frappé avec une pierre et il est tombé. La femme s'est mise à crier, les enfants ont pleuré. Mon frère a dit qu'on ne pouvait laisser aucun témoin. Le troisième criminel, José Benedito dos Santos, dit Nené, a été plus difficile à localiser. L'enquête a révélé qu'il s'était installé à Rio de Janeiro dans les années 1990 et s'était impliqué dans le trafic de drogue. Lorsque la police civile de São Paulo, en coopération avec la police de Rio de Janeiro, a tenté de l'arrêter en juin 2000, il a résisté et a été tué lors d'une fusillade. Avec la mort de Nené et les aveux de Joaquim, l'affaire de la famille Silva a enfin commencé à être pleinement élucidée. Joaquim a fourni des détails sur d'autres crimes commis par le groupe, ce qui a permis de découvrir au moins 3 autres cas de pèlerins disparus dans la région dans les années 1980. Le procès de Joaquim Pereira s'est ouvert en mars 2001, exactement 17 ans après le crime. L'affaire fut jugée dans le district de Guaratinguetá, Aparecida do Norte ne disposant pas alors de son propre tribunal pénal. L'affaire provoqua une vive émotion dans la région. La famille Silva était devenue un symbole des injustices subies par les pèlerins les plus humbles, et de nombreuses personnes assistèrent au procès. Le procureur Marcos Antonio Ribeiro a requis la condamnation de Joaquim pour 5 chefs d'homicide aggravés, ainsi que pour vol et recel de cadavres. Cet accusé a participé au meurtre d'une famille entière, dont 3 enfants innocents, a-t-il déclaré lors de sa plaidoirie. La défense, menée par l'avocat commis d'office José Carlos Martins, a tenté de démontrer que Joaquim n'était qu'un simple complice, influencé par son frère aîné. Mon client était un homme simple qui s'est laissé influencer par les idées criminelles de son frère, a-t-il plaidé lors des 3 jours de procès. 17 témoins ont été interrogés, dont Francisco das Chagas, le pèlerin qui a découvert les corps, des experts médico-légaux, des policiers impliqués dans l'enquête et les familles des victimes. Le témoignage le plus émouvant est celui du frère de José Silva, Carlos, qui a perpétué la mémoire de la famille tout au long de ces années. 17 ans d'attente pour que justice soit faite, a-t-il déclaré. Mon frère était un homme travailleur qui ne désirait qu'accomplir une promesse religieuse. Il ne méritait pas de mourir ainsi. Le 23 mars 2001, un jury a condamné Joaquim Pereira à 60 ans de prison pour 5 chefs d'homicide aggravés. Le jugement stipulait qu'il purgerait la totalité de sa peine, sans possibilité de progression de peine pendant les 20 premières années. Le juge-président, le docteur Fernando Henrique Costa, a déclaré lors du prononcé de la sentence, « Ce crime représente une violation non seulement de la vie humaine, mais aussi de la confiance que les fidèles placent en ceux qui devraient le être protégés durant leur cheminement de foi. » Joaquim Pereira a fait appel de la décision, mais la Cour de justice de São Paulo a confirmé la condamnation en 2003. Il a purgé sa peine au pénitencier de Tremembé et est décédé en prison en 2018 à l'âge de 71 ans, des suites de complications liées au diabète. Le cas de la famille Silva a eu un impact durable sur la sécurité des pèlerinages à Aparecida do Norte. À partir de 2001, la police militaire a intensifié ses patrouilles lors des grandes fêtes religieuses et un système de surveillance des pèlerins les plus vulnérables a été mis en place. La découverte des crimes commis par Antonio Pereira et ses complices a conduit à l'enquête sur d'autres disparitions survenues dans la région au cours des années 1980 et 1990. Au moins 5 autres cas ont été liés au même groupe criminel, même si tous n'ont pas pu être entièrement élucidés. L'archidiocèse d'Aparecida a créé, en mémoire de la famille Silva et d'autres victimes, un programme d'assistance aux pèlerins dans le besoin, offrant un hébergement sûr et des conseils sur les soins pendant les pèlerinages. En 2005, un mémorial aux victimes de crimes commis lors de pèlerinages a été inauguré dans la ville, où le nom de la famille Silva est gravé aux côtés d'autres personnes qui ont perdu la vie en accomplissant leurs promesses religieuses. Carlos Silva, qui n'a jamais renoncé à rechercher la famille de son frère, s'est engagé à défendre les droits des pèlerins et à collaborer avec les autorités locales pour améliorer la sécurité lors des pèlerinages. Il est décédé en 2015 à l'âge de 83 ans, après avoir vu justice rendue. Le lieu où les corps de la famille Silva ont été retrouvés a été transformé en une petite chapelle construite par des fidèles et des membres de la famille. Chaque année,
le 25 mars, une messe y est célébrée en mémoire des victimes. L'histoire de la famille Silva nous rappelle que même dans les lieux les plus sacrés, la vigilance et la prudence sont de mise, mais elle montre aussi que la vérité, aussi lente soit-elle à émerger, finit par éclater. Dans l'éternité paisible, sans douleur ni souffrance, José, Maria, Pedro, Ana Luisa et João Carlos Silva ont trouvé le repos parfait, libérés à jamais de la violence qui a écourté leur vie terrestre. Leur famille trouve du réconfort dans la foi que ces âmes innocentes vivent désormais en paix, où elles retrouveront un jour ceux qui les ont aimés sur terre. Si vous avez apprécié cette étude de cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à nous indiquer d'où vous l'écoutez dans les commentaires, à vous abonner et à activer la cloche de notification. À bientôt pour la prochaine étude de cas sur notre chaîne.